Ensuite, de se poser la question de savoir si on peut, derrière ces évolutions aujourd'hui, dessiner des théories ou des concepts peut-être plus structurés, mieux organisés. Mais je voudrais commencer par vous donner une sorte de photographie la plus complète possible de la situation aujourd'hui. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup quand on parle de l'Europe, c'est qu'on a toujours un peu tendance à schématiser, à caricaturer une réalité qui est de fait beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et je vais, dans, mon, dans les quelques propos liminaires que je vais tenir ici, essayer de vous expliquer cette réalité-là. Peut-être en préalable d'ailleurs, et c'est intéressant, on a un peu l'impression qu'avec les résultats des élections européennes, on est tout d'un coup passé par une espèce de moment d'optimisme et d'espoir, tout d'un coup. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles, et qui, à mon avis, sont tout à fait sujettes à caution. La première, c'était miracle, il y a eu un taux de participation plus élevé. C'est vrai, péniblement, on a passé la barre des 50%. Mais quand vous regardez la réalité, par exemple dans le pays qui a le moins voté aux élections européennes depuis longtemps, c'est-à-dire un peu curieusement la Slovaquie, qui il y a 5 ans avait voté à 13%, là ils ont fait un gros progrès, ils sont passés à 18%. C'est quand même pas génial. Il se trouve que j'étais à Bratislava ces derniers jours, ils ont un peu honte toujours. Et ils ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi la Slovaquie, qui n'est pas forcément le plus mauvais élève de la classe, a pris maintenant, alors qu'ils sont dans l'Europe depuis 2004, c'est-à-dire pas très longtemps, 15 ans, a pris cette habitude d'être le mauvais électeur de l'Union européenne. Mais c'est comme ça, et ça reste quand même un phénomène un peu inquiétant. Deuxième élément, tout le monde s'est réjoui et a dit l'extrême droite n'a pas réussi la percée que l'on attendait. Parce qu'il était dit partout, le Parlement européen va être dominé par l'extrême droite, ça va être terrible, etc. Donc ça n'a pas eu lieu et tout le monde a dit miracle, miracolo, l'extrême droite n'est pas aussi inquiétante que ça. Mais en réalité, les résultats sont à peu près conformes à tout ce qu'on pouvait prévoir avant. À une exception près, intéressante d'ailleurs, les Pays-Bas, où l'extrême droite a moins bien réussi qu'on ne le pensait et a plutôt stagné, et peut-être aussi d'ailleurs au Danemark où elle a un peu baissé. Mais sinon, l'extrême droite dans ses aspects, ou je dirais la droite radicale ou la droite nationaliste, dans ses aspects politiques les plus connus, M. Matteo Salvini en Italie, M. Orban en Hongrie, le parti PiS en Pologne, ont fait des bons scores. Et M. Orban a fait plus de 52% à lui tout seul, une majorité absolue. Matteo Salvini a fait exactement le score qu'on attendait de lui, que de lui donner les sondages. Et donc, ces gens-là sont au Parlement européen, mais ils sont au Parlement européen exactement dans la position dans laquelle on les attendait, c'est-à-dire profondément divisés entre eux et incapables de constituer un seul groupe. Et du coup, bien évidemment, avec un impact et une force d'attraction beaucoup moins forte que prévu. Mais encore une fois, c'est exactement ce qu'on pouvait pronostiquer avant les élections. Et la vérité, c'est qu'après ce moment d'optimisme, et là quand je vous parle, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, après le moment d'optimisme vient le moment des réalités, et on est revenu aux mêmes difficultés qu'on connaissait avant, avec un Conseil européen aujourd'hui qui traite essentiellement de deux sujets importants. Je laisse tomber les autres qui ne sont pas négligeables, l'état des lieux sur le Brexit, les travaux pour consolider la zone euro, etc. Mais il y a deux sujets majeurs. D'une part, celui de la nomination aux principaux postes de l'Union européenne, comme vous le savez, le président de la Commission, le président du Conseil européen, le haut ou la haute représentante pour les affaires étrangères, et on en parle un peu moins, mais c'est tout aussi important, le nouveau président, le futur président de la Banque centrale européenne qui remplacera M. Mario Draghi, plus accessoirement le nouveau président du Parlement européen, mais qui lui relève vraiment d'un jeu parlementaire normal. Ce sont les députés tout seuls qui décident de son élection.
Donc il y a ce sujet très important, et un autre dont on parle un peu moins dans la presse, mais qui est tout à fait essentiel et qui a provoqué ces derniers jours énormément de débats très difficiles au niveau des ambassadeurs, des représentants permanents, c'est l'agenda stratégique pour les 5 prochaines années que définissent les chefs d'État et de gouvernement, et qui formera, je dirais, une partie de ce qui va être la négociation avec le Parlement européen, qui, lui, de son côté, essaie de constituer aussi un agenda, une forme d'alliance et de coalition entre les 4 principaux partis politiques, avec un agenda politique pour les 5 prochaines années également. Et donc, il s'agit là de se mettre d'accord sur à la fois les grandes têtes de chapitre et les détails à l'intérieur de ces chapitres. Et donc, ces chapitres, il y en a essentiellement 4 actuellement. C'est la sécurité, la protection des citoyens, ce qui couvre en particulier l'immigration, la lutte contre le terrorisme, les attaques cyber, etc. etc. Ça couvre tout ce qui concerne la croissance économique et comment retrouver une économie européenne un peu plus forte avec un nouvel élan. Ça couvre toutes les questions relatives au changement climatique et au dérèglement climatique. Et quatrièmement, ça couvre les affaires internationales. Sur ces 4 grands thèmes actuellement, les Européens sont en train d'être bloqués sur tout. La définition des perspectives financières pour les 5 prochaines années, avec des débats extrêmement difficiles sur l'agriculture européenne, l'avenir des fonds de cohésion, des fonds structurels, comment remédier à un certain nombre d'inégalités au sein du marché intérieur, comment relancer la recherche et l'innovation en Europe. Les positions sont très tranchées et c'est pas tout à fait nouveau, mais cette année ça s'annonce particulièrement difficile. C'est une confrontation directe qui fait que là actuellement la seule discussion dont ils sont prêts à discuter, c'est est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord avant la fin de l'année ou est-ce qu'il faut de manière plus réaliste penser à l'année prochaine. Ce débat-là, pour le moment, il est bloqué. Changement climatique. Un certain nombre de pays, dont la France, essayent d'aller plus vite et de promouvoir un objectif qui serait politiquement assez spectaculaire et qui consiste à dire, fixons-nous comme priorité en 2050 d'avoir une économie qui sera neutre sur le plan du carbone. Le carbon neutral, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire zéro carbone. Blocage total du côté des pays d'Europe orientale et centrale. Il n'en est pas question. Et à l'heure où je vous parle, l'affaire est bloquée, et donc les ambassadeurs ont décidé de porter ça au niveau des chefs d'État et de gouvernement. L'immigration, bien évidemment, on n'avance guère. Un autre débat qui est devenu tout à fait important et qui, sous le titre un peu ambitieux d'autonomie stratégique en matière de sécurité et de défense, pose en réalité tout le problème de la relation avec le partenaire transatlantique, c'est-à-dire avec les États-Unis, dans le cadre de l'administration Trump. Et vous retrouvez l'éléphant dans la pièce, comme on dit, c'est-à-dire cette question du partenariat avec les États-Unis qui, au fond, depuis le général de Gaulle, est là au cœur du débat européen et aujourd'hui reprend une très grande vigueur à travers des dossiers extrêmement concrets qui sont, si on met de l'argent aujourd'hui pour renforcer les capacités militaires de l'Europe et reconstituer une industrie de défense forte, est-ce que nous devons le faire simplement entre nous ou est-ce que nous devons rechercher des partenariats avec des États tiers ? Les États-Unis, bien sûr, mais aussi la Grande-Bretagne, si elle sort de l'Union européenne. Et bien évidemment, il y a toute une catégorie de membres de l'Union européenne qui disent, bien évidemment, il faut travailler avec nos partenaires occidentaux. Et vous avez un autre groupe de pays qui disent, si on veut vraiment arriver à une forme d'indépendance, il faut que ces partenariats, peut-être en faut-il, mais il faut qu'ils soient en nombre le plus limité possible. Le débat est intense, il est totalement bloqué à l'heure actuelle aussi. Et bien évidemment, pour ne rien arranger, les Américains, depuis quelques jours, envoient lettre sur lettre, menacent. J'étais encore à l'heure du déjeuner à Bruxelles à écouter l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne
qui à la manière de Trump assez directe disait si vous voulez la guerre entre nous, vous l'aurez parce que votre position actuellement est inacceptable pour les États-Unis. Donc on est dans des périodes de tension qui sont intéressantes, mais qui montrent que le débat actuellement est très important et qu'on voit bien qu'après cette période d'optimisme, on est arrivé aujourd'hui à de nouveau retrouver les réalités. C'est là où, à partir de là, je voudrais peut-être vous proposer une approche en 3 temps. D'abord, essayer peut-être de bien comprendre quelle est au fond la perception dominante aujourd'hui des affaires européennes. Bernard y a fait allusion à propos des peurs, des inquiétudes. Moi, j'en vois essentiellement 2, et ça sera un peu la trame de mon propos tout au long de cette soirée. Il me semble qu'il y a 2 manières d'aborder cette perception de l'Europe aujourd'hui. À la fois la méthode et le fond, à la fois la forme et la substance. Sur le fond, en réalité, et Bernard y faisait allusion, ce qu'on a pendant longtemps attendu de l'Europe, c'était la paix, la prospérité, la solidarité, peut-être ce qu'on a appelé aussi la stabilité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, comme on dit en anglais, l'Europe n'est plus capable de délivrer sur aucun de ces 3 points. Même sur la paix, et j'appelle votre attention là-dessus, parce que tout le monde dit, au moins l'Europe a assuré la paix. Pas si sûr que ça. Il y a eu la guerre des Balkans, la Bosnie-Herzégovine puis le Kosovo. Aujourd'hui, à quelques 4000 ou 5000 km de Paris, vous avez la guerre dans l'Ukraine de l'Est. Vous avez eu l'annexion de la Crimée par la Russie. Et nous sommes loin, nous, les Européens de l'Ouest, donc nous prenons ça peut-être avec un peu plus de détachement, mais la moitié de nos partenaires de l'Union européenne, les Polonais, les 3 pays baltes, la Hongrie et d'autres encore, la Slovaquie, la République tchèque, pour eux c'est très proche. Et le sentiment qu'aujourd'hui cette menace russe, mais pas seulement, la montée d'un certain nombre d'influences, notamment dans les Balkans, songez à la Turquie, à l'Arabie Saoudite, à d'autres pays du Golfe qui actuellement, auprès des communautés musulmanes des Balkans occidentaux, font un travail de cheminement lent et d'influence progressive. Cela inquiète considérablement nos partenaires qui nous disent, vous ne vous rendez pas compte, nous sommes en train d'assister à une nouvelle forme de déstabilisation et de retour d'une confrontation avec des risques même de confrontation militaire qui est réelle. Et l'Europe assiste impuissante à cela et ne fait rien. Donc la paix, c'est plus si sûr. La prospérité, on voit bien que de manière générale, même si nous vivons encore relativement à l'aise par rapport à d'autres partenaires économiques à travers le monde, la prospérité européenne commence à donner le sentiment non seulement d'un ralentissement réel, une croissance qui est très inférieure à celle de nos principaux concurrents, et le sentiment, si vous prenez quelques statistiques particulièrement fortes, en matière de recherche et d'innovation, le nombre de brevets déposés par les Européens ne cesse de diminuer par rapport à ceux qui sont déposés par l'Amérique et la Chine. Aujourd'hui, ces 2 pays font à peu près 75% du total des brevets. Les Européens font l'essentiel du reste, mais on était dans une situation bien meilleure il y a quelques années. Donc, est-ce qu'on est en train d'assister en réalité à un déclin, en quelque sorte irréversible, du modèle économique et social européen? Certains le pensent. Et, j'y reviendrai dans le cours de mon propos, avec le sentiment qu'au fond l'Europe assiste impuissante à cette évolution sans même chercher à la contrecarrer. Et c'est ça qui donne le sentiment d'une Europe qui devient de moins en moins en phase avec la réalité qui tourne autour d'elle. 3e cas de figure, la stabilité, la solidarité, la démocratie, ce qu'on pourrait appeler l'état de droit, et tout ce qui a fait la force du modèle social européen. On le voit bien, je n'insiste pas, la Hongrie, la Roumanie, à la fois la remise en cause de l'indépendance de la justice, la remise en cause de la liberté de la presse, des travers de corruption qui se généralisent dans un certain nombre de pays, et face à ces phénomènes, une Europe qui là encore donne le sentiment d'être inefficace et impuissante. Donc c'est ça la perception que l'on a, je dirais, sur le fond, sur la substance. Sur la méthode, sur la forme,
au fond, ce que l'on peut dire, c'est que la méthode semble avoir atteint ses limites. Et quand on reprend un certain nombre des principes de base qui ont guidé la construction européenne ces dernières années, les 4 libertés à la base du marché unique, la liberté de circulation des salariés, des capitaux, des investissements, des marchandises, on a l'impression qu'aujourd'hui, au fond, l'Europe, avec ces 4 libertés, a créé un marché qui dysfonctionne de plus en plus, qui est de plus en plus déséquilibré, qui donne le sentiment, j'y reviendrai dans quelques instants, d'être de moins en moins cohérent et d'avoir perdu une grande partie de sa cohérence, et cela inquiète. Vous ajoutez à cela des divisions de plus en plus fortes entre les États membres qui les empêchent de faire avancer et de prendre des décisions, et vous arrivez au fond à cette idée défendue maintenant par un certain nombre de nationalistes et d'eurosceptiques, même d'anti-européens, c'est quel est l'intérêt de continuer à nous dire que tous unis ensemble, nous sommes plus forts et nous représentons une masse critique qui nous aide dans le monde, si en réalité nous sommes divisés et incapables de prendre des décisions. Donc l'Europe unie, oui, ça peut avoir une valeur ajoutée, l'Europe divisée n'en a aucune, donc laissons tomber en quelque sorte. Et c'est ça le thème que l'on entend de plus en plus souvent. Et au fond, la question est de se poser, peut-être si on prend encore plus de recul, c'est au fond, est-ce que ce système européen que nous avons mis en place et dont nous sommes à juste titre relativement fiers, n'a-t-il pas peut-être atteint ses limites? Et est-il encore adapté aux nouvelles réalités du monde que l'on rencontre? Et que, au fond, ces divisions internes font douter de son efficacité et son essence même, qui était celle de l'ouverture des frontières face à une nouvelle époque où les gens demandent plus de protection, sont animés par des peurs qui les inquiètent, des peurs en matière d'identité, en matière d'injustice sociale, en matière de compétition qui paraît injuste et déloyale. Est-ce que ce système européen est-il bien adapté à cette nouvelle réalité qui demande plus de protection, alors qu'encore une fois, l'essence même, je dirais, les données, presque la génétique du système européen est celui de l'ouverture. Ouverture des frontières entre nous, même en certains égards vers l'extérieur, et d'un système qui se voulait avant tout largement ouvert, et donc, comme on le dit souvent, très, très libéral. Voilà, me semble-t-il, quelle est la réalité que l'on peut observer aujourd'hui en termes de perception. Deuxième considération, la réalité et la traduction politique de cette perception. C'est là où je voudrais essayer d'être le plus précis possible pour vous faire comprendre, au fond, quelle est, à mon avis, l'extraordinaire fluidité actuellement de l'espace politique européen. Et en cela, à mon avis, peut-être une raison un peu plus d'optimisme, comme on le dit parfois. Moi, je sais que Bernard fait peut-être une classification un peu différente, mais je suis sûr qu'on se retrouve à la fin. Je vois pour ma part actuellement 3 grands groupes au sein, 3 grandes familles politiques au sein du système européen à l'heure actuelle. Ce que j'appellerais la famille nationaliste, plutôt donc le plus à droite possible sur l'échiquier politique, mais qui est en réalité les promoteurs d'une certaine idée de l'Europe, les défenseurs de l'option nationaliste, mais en réalité, cette famille-là, elle est composée au minimum de 3 grands ensembles qui n'ont pas beaucoup de rapport entre eux. Vous avez la Pologne du parti PiS, du parti de justice, qui est et la Hongrie de M. Orbán, qui sont avant tout les défenseurs de la chrétienté, une droite extrêmement traditionnelle, je dirais, selon la terminologie
de nos professeurs à Sciences Po, la droite la plus légitimiste, si vous voulez, qui bien évidemment porte aussi un intérêt très fort à l'immigration, mais qui la voit plutôt comme une atteinte aux valeurs de la chrétienté. Et à ce titre-là, ce qui leur fait tout aussi peur que les immigrés venus d'Afrique, c'est les idées nuisibles et nocives sorties de Bruxelles. Toutes ces idées permissives et jugées très très dangereuses de la part d'une société occidentale en particulier, qui de leur point de vue est en train de remettre en cause tous les acquis de ce qui a fait la base de la culture européenne au XIXe et au XXe siècle. La deuxième grande famille, c'est celle qui, pour l'essentiel, s'est arc-boutée sur le débat autour de l'immigration. C'est Matteo Salvini en Italie, Marine Le Pen à mains égards en France, et qui ont fait de la lutte contre l'immigration la raison d'être de leur positionnement politique. Et vous avez une troisième famille qu'on oublie un petit peu, c'est la famille britannique. C'est les excités du Brexit. C'est à la fois les conservateurs britanniques et c'est le parti de M. Farage. Ils se détestent car ils visent le même public, ils sont très divisés entre eux et les prochaines élections britanniques, bien évidemment, porteront avant tout sur savoir lequel de ces deux va gagner. D'ailleurs, le Brexit, au départ, est une affaire de politique intérieure sur la droite de l'échiquier britannique, un parti conservateur qui a senti la menace de M. Farage poindre et qui a pensé que la meilleure manière d'y répondre était à travers un référendum. Ça a totalement échoué. M. Farage est toujours là, c'est lui qui a gagné les élections et ils sont en train de se battre entre eux. Mais à certains égards, et même si certains de leurs positionnements les font rejoindre un peu l'immigration et les thèmes de l'immigration, mais c'est une autre immigration, nous pourrons en parler, c'est pas du tout l'immigration qui vient d'Afrique, c'est l'immigration qui vient de Pologne, et de Roumanie, c'est-à-dire l'immigration interne et pas l'immigration externe. Et donc on voit bien que dans cet ensemble-là, les thèmes amènent les uns et les autres à se rejoindre sur certains points, à se diviser sur d'autres, mais au départ, ils ont des sources politiques et des croyances et des convictions politiques qui sont assez différentes les uns des autres. Monsieur Matteo Salvini, lorsque vous grattez un peu et que vous lui parlez de valeurs chrétiennes, il vous dira que ça lui est à peu près totalement égal. Bien sûr qu'il a envie de s'allier avec M. Orban et qu'il est très ami avec lui. Et par exemple, qu'ils partagent tous les deux les mêmes visions assez favorables à la Russie de M. Poutine. Mais du coup, ça les distancie totalement de la Pologne de M. Jaruzelski, qui ne veut pas entendre parler d'un rapprochement avec la Pologne. Donc, on voit bien qu'au sein de ces groupes, il y a beaucoup plus de fluidité et de complexité qu'on ne le pense. Et c'est la même chose dans les deux autres groupes dont je voulais parler. Le groupe, je dirais, centriste, c'est-à-dire les néolibéraux, ceux qui défendent, je dirais, une conception assez classique de la stratégie économique, défense du marché unique, défense de l'orthodoxie monétaire pour ce qui est de la zone euro, défense bien évidemment du marché monétaire, défense d'une gestion des perspectives financières aussi scrupuleuses et aussi rigoureuses que possible. Ce ne sont pas des grands partisans du laxisme budgétaire, ce sont ceux qui continuent à défendre la relation transatlantique avec les États-Unis comme si de rien n'était, qui sont assez sceptiques sur l'idée d'une défense européenne et préféraient que tout reste à l'intérieur de l'OTAN. C'est enfin ceux qui regrettent profondément le départ de la Grande-Bretagne. Moi, je les appelle les orphelins du Brexit. C'est leur meilleure incarnation aujourd'hui, c'est la Ligue hanséatique qui s'est formée autour des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark, de la Finlande, d'un ou deux pays baltes, qui regrettent profondément le départ de la Grande-Bretagne, qui était pour eux un peu le champion de leurs idées. Ils sont en faveur de l'élargissement aussi, élargissons l'Europe, et par conséquent, cela reste sur ces dépositions assez fermes de ce point de vue-là. Le troisième groupe, c'est le groupe que représente en réalité aujourd'hui notre président de la République, et qui se définit comme progressiste,
C'est ceux qui pensent qu'il faut profondément réformer le système et qu'il faut aussi besoin aller vers de nouvelles formes du marché unique, le faire évoluer dans un sens plus protectionniste, qui pensent que les accords de commerce doivent être revus dans un sens plus protecteur vis-à-vis des intérêts européens, y compris en matière de changement climatique, qui pensent que les questions de climat et d'environnement sont aujourd'hui essentielles, qui pensent que les investissements chinois en Europe peuvent être dangereux, que l'initiative de la route de la soie doit être observée avec beaucoup de prudence, qui pense enfin qu'il faut que l'Europe se dote d'une vraie défense et qu'elle commence à se voir comme une puissance globale qui doit être capable de se donner les moyens pour se protéger des Américains, des Chinois ou des Russes, et qu'elle devienne une voix qui porte sur la scène internationale. Le paradoxe, et encore une fois, c'est là où je voudrais insister sur la fluidité de tout ça, c'est que sur certains points, certains éléments de cet aspect-là peuvent rencontrer l'accord de certains libéraux. Et on voit qu'en réalité, aujourd'hui, dans les réflexions qui sont en train d'être menées entre les différents dirigeants politiques, peut-être par affinité générationnelle plus que pour d'autres raisons, mais vous voyez Emmanuel Macron aller chercher un soutien du côté des jeunes socialistes, le Premier ministre portugais ou le Premier ministre espagnol, essayer de voir si avec les premiers ministres libéraux de Belgique et de Pays-Bas, on ne pourrait pas quand même essayer de travailler ensemble. Donc au fond, essayer de constituer peu à peu une forme d'alliance entre ces libéraux d'une part et les progressistes d'autre part, pour montrer qu'il y a quand même une voie dans laquelle on pourrait avancer. Et c'est ça qui, à mon avis, est assez intéressant à observer, parce que cette fluidité des alliances ouvre un espace politique qui est peut-être là l'intérêt majeur de ce à quoi on est en train d'assister. Troisième réflexion, et je m'arrêterai et je m'excuse d'être trop long, c'est qu'au fond, à partir de là, et reprenant un peu la formule que j'avais adoptée tout à l'heure, la forme et le fond, quelle proposition pourrait-on faire, ou en tout cas, pour être moins ambitieux et plus modeste, quel est le type de démarche qu'on pourrait essayer d'adopter dans ces deux domaines? Il me semble, parce qu'au fond, c'est peut-être là qu'on voit les deux grandes questions qui se posent à nous. La question de la méthode et la question du fond. La question de la méthode, en réalité, et là encore une fois je simplifie, mais pour la clarté de mon exposition, je caricature un peu, mais pas tant que ça. La méthode, en réalité, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du nombre. C'est la question de savoir comment on gère aujourd'hui une Europe à 28, peut-être à 27 demain, mais qui est inévitablement amenée, si les choses continuent comme ça, à passer à 30, 32 et peut-être même au-delà, parce qu'on s'est engagé, nous les Européens, à accepter le jour venu que les pays des Balkans intègrent l'Union européenne. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a déjà des négociations d'élargissement avec la Serbie et le Monténégro. On vient de s'entretuer ces derniers jours au Conseil des ministres des Affaires générales sur la question de savoir si on allait ouvrir la procédure de négociation d'adhésion avec la Macédoine du Nord et avec l'Albanie. On a courageusement reporté le débat au mois d'octobre, mais la question reste posée. Et se posera la question demain de la Bosnie-Herzégovine et probablement du Kosovo le jour où on aura surmonté les difficultés avec Belgrade. Mais n'oubliez pas que derrière arrivent la Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine, qui ont tout à fait l'intention d'aller au-delà de leurs accords d'association et demander à leur tour le droit de devenir membre de l'Union européenne. Or, nous sommes dans une phase très intéressante actuellement de la construction européenne, où en réalité nous avons surmonté les débats d'hier pour entrer dans les débats d'aujourd'hui.
Le débat d'hier, vous savez, c'était la question, est-ce qu'on va vers une Europe fédérale et un État fédéral, les États-Unis d'Europe, face à ceux qui continuent à défendre une approche plus intergouvernementale de l'Europe. La vérité, c'est que ce débat est terminé, il est fini, il n'a plus lieu d'être. Il y a encore des gens qui se battent, il y a encore M. Orban qui dit Bruxelles est très dangereux parce qu'ils ont des visées fédérales sur nous tous. C'est totalement faux. La vérité, pour ceux qui travaillent à Bruxelles, c'est que l'institution qui est sortie victorieuse de ce débat des 30 ou 40 dernières années, c'est le Conseil européen. C'est lui qui dirige aujourd'hui la construction européenne. Ce n'est ni la Commission ni le Parlement, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui d'ailleurs, d'une manière à mon avis excessive, assurent la gestion de toutes les grandes crises qui se présentent. C'est eux qui ont été en première ligne pendant la crise financière, c'est eux qui ont été en première ligne pendant la crise de l'immigration, c'est eux qui seront en ligne quand vont se poser les questions des prochaines perspectives financières, c'est eux qui devront régler la question de l'élargissement, c'est eux qui devront régler la question de la relation transatlantique, et c'est normal. Dans chacun de leurs pays, ce sont eux qui sont devenus les chefs de la majorité, c'est eux qui concentrent de plus en plus les pouvoirs, et il faut accepter cela. La question est simplement d'assurer un meilleur agencement entre les différents pouvoirs tels qu'ils existent aujourd'hui, de façon à ce que le système continue à vivre et ait ses contrepoids nécessaires. Mais le vrai débat qui est en train de se poser, il est double aujourd'hui. Il est lié au nombre, et donc il est celui de l'élargissement dans une perspective qui n'est plus du tout la perspective, je dirais, fonctionnaliste qui existait avant, qui était l'élargissement, c'était assez simple. La question était de savoir si un État était prêt ou pas prêt à devenir membre de l'Union européenne. S'il n'était pas prêt, il fallait qu'il passe par toute une phase de préparation. Il reprenait tous les textes législatifs, il mettait son économie au niveau des autres partenaires, reprenait toutes les normes du marché unique, devenait une vraie économie libérale de marché, et lorsqu'il était considéré comme mûr, il entrait dans l'Union européenne. Le débat aujourd'hui est tout à fait différent. Il est devenu un débat géopolitique. Et la Commission dit très clairement dans ses rapports, la question n'est plus de savoir si la Macédoine du Nord ou l'Albanie peuvent commencer à entamer leur processus d'adhésion. Il est plus simplement celui de dire ces pays sont actuellement menacés par l'influence russe, l'influence turque, l'influence de l'Arabie saoudite et des Émirats. Le risque est que si l'Union européenne ne se porte pas très vite au secours de ces pays, nous allons les perdre. Et dans l'architecture continentale de l'Europe, si nous voulons que l'Union européenne continue à être la puissance forte de ce continent, le pivot autour duquel s'organise tout le continent européen, nous devons rattacher à nous les pays des Balkans. Donc la question n'est plus de savoir s'ils sont mûrs ou pas mûrs, la question est de savoir il faut leur porter secours et il faut d'une manière ou d'une autre leur donner l'espoir qu'ils vont devenir des membres de l'Union européenne à terme et donc entamer dès maintenant le processus d'adhésion, même si en vérité c'est peut-être un peu trop tôt. Dans le cas de l'Albanie, c'est évident, mais la Commission dit, est-ce qu'on veut perdre l'Albanie qui va lentement, compte tenu de sa communauté musulmane, diverger et lentement se porter davantage vers le partenaire turc ou d'autres. C'est ce débat-là. Il est, soyons honnêtes, c'est un vrai débat, un débat difficile, pour lequel le choix n'est pas évident pour les chefs d'État et de gouvernement, mais c'est ce débat-là qui se porte. C'est le premier, c'est, je dirais, le débat externe. Mais il y a un débat interne aussi porté par le nombre. C'est est-ce que nous pouvons continuer à gérer efficacement nos affaires à 27 ou 28 sans qu'il y ait d'une manière ou d'une autre plus de souplesse dans le système. Et là, on voit bien que c'est aujourd'hui la question qui se pose de plus en plus. Prenez l'immigration. On dit Schengen ne marche plus. Qu'est-ce que répondent un certain nombre de progressistes, y compris le président de la République lui-même? Eh bien, il faut faire un noyau dur de Schengen à l'intérieur du système Schengen, un mini Schengen.
Bien évidemment, la question qui se pose à partir de là, c'est est-ce qu'on aura encore la libre circulation des citoyens à l'intérieur de nos pays? Et c'est une vraie question qui se pose et qui est compliquée. L'Europe de la défense. Il y a ceux qui disent non, je préfère rester dans l'OTAN et je préfère rester proche des États-Unis. Eh bien, disent un certain nombre de partisans de l'Europe de la défense, peut-être faut-il la faire à quelques-uns. Et c'est l'initiative lancée par la France qui s'appelle l'initiative d'intervention européenne, qui se fait actuellement avec 10 États, et parmi eux, l'un d'entre eux, la Grande-Bretagne, qui est sur le point de quitter l'Union européenne. Donc, assemblage un peu surprenant, mais qui mérite d'être examiné. Et vous verrez de plus en plus cette question-là se poser aujourd'hui. Est-ce que nous devons envisager que l'Europe devienne une sorte d'archipel avec des petits îlots, certains avec 5 ou 6 États membres s'occupant d'un mini Schengen, d'autres à 10 s'occupant du début d'une défense européenne avec une vraie capacité opérationnelle. Prenez un autre exemple que je trouve tout à fait étonnant et très intéressant. On s'est mis d'accord finalement sur la création d'un procureur européen, chargé notamment d'assurer le contrôle des fonds de budget européen et de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas détournés. Le procureur européen, actuellement, c'est une initiative qui a été lancée par 20 États membres. Ça veut dire qu'il y en a peut-être même 21 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a 7 ou 8 autres qui estiment qu'un procureur européen, c'est pas bien, et que c'est une manière de s'ingérer dans les comptes internes. Donc on voit bien que face à ces blocages, qui sont des blocages assez profonds, la seule manière d'avancer, c'est de faire l'Europe à quelques-uns et de peu à peu dessiner une Europe dont la lisibilité et la visibilité va être de plus en plus difficile à cerner, ce qui va poser des nouveaux problèmes d'organisation, bien évidemment. Mais soyez sûr d'une chose, c'est le débat qui a commencé et qui va se développer de plus en plus au niveau de l'Europe. Et donc tous ceux qui vous disent « mais non, non, c'est un débat sur est-ce qu'on va vers les États-Unis d'Europe » se trompent, c'est pas ça du tout. C'est on va vers une Europe soit avec un noyau dur et d'autres qui seront en dehors, soit avec des cercles concentriques qui seront de plus en plus compliqués. Ce qui d'ailleurs, en passant, j'ouvre une parenthèse, peut être aussi une manière de régler le problème de l'élargissement, puisqu'on arriverait peut-être à des formules où certains États pourraient adhérer à certaines formes d'intégration, mais pas à d'autres. Ils seraient dans le marché unique, mais pas dans la défense. Ils seraient dans Schengen, mais pas dans le système du procureur, etc., etc. Donc il y a là quelque chose qui est en train de se développer et qui est intéressant à observer. Le deuxième grand débat qui se pose aujourd'hui, sur lequel il va falloir faire des propositions, et je le prends dans son acception la plus générale, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois défendre et renouveler le modèle économique et social européen. C'est ça, au fond, le vrai débat que l'on a aujourd'hui. Et je voudrais appeler votre attention là-dessus, en particulier, il y a beaucoup de sujets, bien évidemment, à travers cette grande question. Mais moi, je voudrais en aborder un qui me semble parfois être mal compris. C'est celui de l'immigration. Nous sommes tous focalisés actuellement sur les immigrés africains, non plus ceux du Moyen-Orient, parce qu'il en vient beaucoup moins, peut-être encore un peu d'Afghanistan, mais plus beaucoup de Syrie ou même d'Irak. Mais il y a toujours ce flux continu des immigrés qui viennent d'Afrique. Et nous entendons M. Salvini tenir les propos les plus durs à leur égard. On voit nos amis espagnols essayer de gérer ça plus intelligemment, mais aussi avec difficulté. Et on voit notre président de la République dire qu'il faut trouver une solution pour être à la fois rigoureux dans le contrôle de nos frontières, mais aussi généreux, ou en tout cas responsable et raisonnable dans l'ouverture éventuelle à certains de ces immigrés. Mais la vraie bombe à retardement qui est là, elle n'est pas du tout du côté de l'Afrique, elle est à l'intérieur de l'Europe. Elle est à la fois dans notre baisse de la natalité et de notre démographie.
dans le mouvement de circulation des salariés et des citoyens venus des parties les plus défavorisées du grand marché, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, et vers l'Europe occidentale. Deux ou trois choses et deux ou trois chiffres pour que vous compreniez. L'un qui est un phénomène de vase compensatoire tout à fait étonnant. Vous savez qu'une des raisons pour lesquelles les Britanniques ont voté en faveur du Brexit était l'afflux depuis l'élargissement d'un nombre considérable de salariés, de citoyens polonais qui sont venus travailler en Grande-Bretagne, plus de 700 000. La première communauté étrangère à l'heure actuelle en Grande-Bretagne. Et cet afflux relativement rapide de la part de Polonais qui ont occupé en réalité des emplois que les Britanniques ne voulaient pas remplir, a eu quand même un effet et un choc considérable sur la société britannique. Et quand vous regardez ce qui se passe en Pologne actuellement, les Polonais qui ont besoin de main-d'œuvre, ils sont allés les chercher en Ukraine. Et vous avez 700 000 citoyens ukrainiens actuellement en Pologne. Voilà la réalité de ce qui est en train de se passer en Europe. Et pourquoi est-ce que les Polonais sont allés chercher les Ukrainiens? Parce que c'est les plus proches, pour des tas de raisons, parce qu'ils ne voulaient pas d'immigrés africains, pour des raisons diverses, et pas toujours très louables, mais c'est ça la réalité. Deuxième exemple, l'Italie. L'Italie, j'en disais un mot à Bernard, c'est un pays qui est en train de connaître en termes de natalité exactement la même situation que le Japon depuis 20-25 ans. Une baisse de la natalité considérable qui aboutit à un résultat, si on laisse les choses évoluer de cette façon, qu'en l'an 2050, l'Italie aura 10 millions d'emplois qui ne seront pas remplis à l'heure actuelle. Les jeunes Italiens, on n'en parle jamais. Ils sont actuellement entre 160 000 qui quittent chaque année l'Italie pour aller travailler ailleurs. Grande-Bretagne, France, Allemagne, etc. Deuxième phénomène. Troisième phénomène, le même phénomène que la Pologne avec l'Ukraine, arrivée massive de Roumains, de Bulgares et également d'Albanais, qui sont en train, les jeunes enfants de ces couples albanais ou roumains sont en train de devenir peu à peu, dans un certain nombre de classes dans les écoles italiennes, la part la plus importante. Quatrièmement, les immigrés du Maghreb en particulier, parce que Marocains et Tunisiens sont naturellement habitués à venir en Italie et constituent la quatrième catégorie. Quand vous avez ce cocktail-là, il ne faut pas s'étonner que M. Salvini fasse actuellement 34% des voix. Mais on voit bien que, ceci étant dit, que ce problème qui se pose en Italie se pose aussi ailleurs. Il y a actuellement, par exemple, dans le flux, un phénomène tout à fait intéressant de docteurs formés en Portugal, de docteurs portugais, qui sont en train de partir en Allemagne, dans le cadre normal du marché unique, parce que l'Allemagne a besoin de médecins et donc fait appel à travers toute l'Europe à ces médecins. Mais ça commence à provoquer des vrais déséquilibres au Portugal, en Espagne, et les autorités, les gouvernements de ces pays commencent à dire « mais moi je les ai formés, ça m'a coûté de l'argent, le contribuable les a payés et j'ai fait ça pour l'Allemagne. Est-ce que c'est normal ?» Et donc vous voyez bien qu'à travers ces débats-là, c'est toute la réalité et la base juridique, légale, le raisonnement même qui est intellectuel, qui est à la base du marché unique, qui commence à battre de l'aile et à provoquer dans tous les différents États membres un sentiment que, est-ce que finalement ce grand marché, c'est exactement ça qu'on voulait, avec des menaces de retour à des protections ou des demandes de directives. Même l'affaire des travailleurs détachés est assez révélateur de tout cela. Et donc on voit bien que ce modèle économique et social que nous avons bâti, fondé sur un marché unique où on pouvait circuler librement, plus ou moins compensé et stabilisé par des fonds de cohésion qui allaient rétablir l'équilibre, ça ne marche plus tout à fait. Et je ne veux pas dire qu'il faut le jeter avec une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il a besoin d'un vrai travail de réflexion honnête de tous pour essayer de voir comment on peut lui redonner sa raison d'être, sa justesse,
Et bien évidemment, en liaison avec ça, mais je ne veux pas en parler là, mais dans les questions peut-être vous voudrez l'aborder, se pose toute la question aussi de nos accords commerciaux avec l'étranger et ces accords de libre-échange qui maintenant sont également de plus en plus contestés. Mais le seul élément, si l'on devait en retenir un de mon point de vue, est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que tous ces problèmes s'articulent les uns par rapport aux autres. Et quand on parle de l'immigration externe, très vite on arrive à se poser la question de l'immigration interne et du nombre de gens dont on va avoir besoin. Quand on parle du marché unique et de la libre circulation, on vient très vite à parler des fonds structurels et de comment essayer de rééquilibrer ce marché. Et bien évidemment, on parle de son volet externe et très naturellement de la question de savoir comment les futurs accords commerciaux doivent s'articuler par rapport à nos préoccupations du marché intérieur. Et je pourrais ajouter toutes les affaires liées à l'environnement, bien évidemment, qui portent à la fois en interne sur les nouvelles réglementations que nous devons mettre en place, les objectifs que nous devons nous fixer, mais également comment allons-nous nous protéger sur le plan de l'environnement de la concurrence étrangère et des mauvaises pratiques environnementales de l'étranger, les sacs de plastique, les produits polluants, etc., etc. Donc on voit bien que ce débat-là, il faut qu'il ait lieu, et que l'une des difficultés, et j'insisterai juste sur ce dernier point en guise de conclusion, ce débat, pour le faire, il faut avoir le courage de le tenir. Il faut qu'il y ait une Commission européenne qui ait le courage de mettre la question sur la table. Et il faut qu'il y ait des dirigeants, chefs d'État et de gouvernement, ministres, qui acceptent d'avoir ce débat. Prenez l'exemple de l'immigration. Aujourd'hui, quand on dit il faudrait parler entre nous de l'immigration interne, il faudrait parler entre nous de la baisse de la natalité et de la tendance démographique inquiétante dans la plupart de nos États membres, qui nous amèneront d'ici quelques années à devoir faire appel à de la main-d'œuvre extérieure si on veut avancer. La réponse des États membres, c'est pas question. C'est de la compétence nationale, c'est de la dynamite sur le plan politique intérieur. Il ne faut surtout pas en parler et on interdit à la Commission de s'en occuper. Comment voulez-vous avoir un débat à partir de là? Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus grave. Et c'est le vrai enjeu et la vraie responsabilité du futur président de la Commission européenne et des commissaires qui vont arriver, d'avoir peut-être le courage de donner un coup de pied dans la fourmilière et de mettre sur la table ces questions-là, parce qu'il en va de l'avenir de notre continent, bien évidemment. Toutes ces questions sont bien évidemment fondamentales pour notre économie, pour nos sociétés, pour notre identité, pour ce souci de justice sociale qu'on continue à avoir. Donc c'est une question fondamentale et je pense que c'est très important. Mon seul espoir, si vous me le permettez, la seule source d'optimisme, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de la fluidité du paysage politique, c'est que je sens naître enfin en Europe quelque chose qui me semble être la réponse au déficit démocratique dont on a cessé de parler à propos de l'Europe. Et cet espace politique est en train de se créer. Il n'est pas le fait vraiment du Parlement, même si le Parlement, comme les autres institutions, en reçoit l'écho et l'impact. Il s'est créé par le fait que peu à peu, l'espace politique national dans chacun de nos États a commencé à se connecter avec l'espace politique national des autres pays. Et moi, contrairement à beaucoup de gens, je trouve que c'est très bien que M. Orban et M. Macron s'invectivent de temps en temps par déclaration interposée, ou que M. Salvini dise du mal des Français et que les Français lui répondent. Parce qu'au fond, c'est ça un vrai espace politique européen. Peut-être qu'il faudra qu'il devienne plus policé et un peu plus courtois, mais quelque part, c'est sain qu'aujourd'hui, nos politiques nationales commencent à se connecter entre elles, que les mêmes questions se posent dans les différents pays, que les dirigeants de tel ou tel pays européen n'aient pas peur de dire qu'ils ne sont pas d'accord et de le dire publiquement, qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que pense M. Macron ou ce que pense M. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire là. Bien sûr, il faut que ce débat il s'organise.
C'est en train de se passer au Parlement européen, avec cette volonté de créer une alliance et des coalitions, et je trouve que c'est très sain. Il est en train un peu de s'organiser au niveau du Conseil européen, ce que je vous disais tout à l'heure. M. Macron va voir si, avec les socialistes portugais, espagnols, les libéraux néerlandais, belges et d'autres peut-être, ils peuvent faire affaire et travailler ensemble. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se bâtir là, et qui est à mon avis ce qui a beaucoup manqué à l'Union européenne toutes ces dernières années, c'est-à-dire un vrai espace politique, un vrai débat politique, parce que sans cela, l'Europe continuera de se déliter et à mon avis de fonctionner de plus en plus mal. J'étais beaucoup trop long, Bernard, et je m'en excuse. Non. Merci beaucoup, Pierre, de cet exposé. Bien évidemment, on ne peut pas aborder toutes les questions. Non, bien sûr. Une question, simplement un petit point, et je passe par là à vous tous. Il y a une espérance dont je me souviens qu'on avait dans les années, disons, 80, c'est qu'il y aurait par des politiques européennes, à travers les élargissements successifs, une convergence des économies et des politiques. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Certains mettent en cause l'euro, d'autres mettent en cause les politiques ou l'absence de politique proprement européenne. Est-ce que, on ne va pas débattre trop précisément de cette question, mais est-ce que c'est un débat qui se pose au niveau européen ? Je crois qu'il se pose. Je crois qu'il se pose parce que même si ce que j'appellerais les libéraux, les européistes, dirait Hubert Védrine, en tout cas les partisans d'une ligne assez classique de la construction européenne, continuent à dire non, restons-en aux grands principes du marché intérieur, c'est très bien, ne les mettons pas en cause, soyons très attentifs à ne pas, d'une manière ou d'une autre, miner de l'intérieur la politique d'ouverture commerciale vers l'étranger. C'est ça qui nous donnera notre compétitivité. Il faut accepter d'affronter le vent de l'extérieur. Il y a une réalité qui est en train de s'imposer à tous, qui est la réalité qu'on connaît en France, mais qu'on connaît aussi en Grande-Bretagne, qu'on connaît en Allemagne, qu'on est en train de connaître dans tous les pays les plus prospères de l'Union européenne, c'est la coupure entre les grandes villes d'un côté et le reste des territoires de l'autre. Et puis, à côté de ça, dans les pays moins favorisés comme la Bulgarie, la Roumanie, même à certains égards la Hongrie, vous avez des régions pratiquement dans l'ensemble du pays qui sont très défavorisées, une population qui part, qui quitte son pays d'origine pour aller chercher ailleurs un emploi ou une vie meilleure. Je citais l'Italie, la coupure entre le nord et le sud qu'on a toujours connue, le fameux mezzogiorno, s'accroît, elle ne se réduit pas, elle continue à s'accroître. Donc on voit bien que cette idée que la combinaison du grand marché intérieur, dont l'euro était d'ailleurs la traduction finale, donc l'eurozone et le grand marché intérieur, c'est ce qui allait donner la cohérence et la cohésion à cet ensemble, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Est-ce que c'est l'effet du nombre ? Est-ce que c'est l'effet des changements institutionnels ? Je pourrais y revenir parce que j'ai une théorie là-dessus. Est-ce que c'est l'arrivée des pays d'Europe orientale et centrale qui n'étaient pas du tout au même niveau de développement que les autres et qui ont déstabilisé l'ensemble ? Est-ce que c'est plus fondamentalement dans notre schéma initial, le fait que, comme toujours, l'Europe n'a fait les choses qu'à moitié, n'est pas allée jusqu'au bout de l'union économique et monétaire, avec un vrai budget pour cette union, avec un vrai gouvernement économique, etc. Il y a de tout ça, bien évidemment, et tout ça est lié. Et peut-être une harmonisation fiscale aussi. On peut ajouter l'harmonisation fiscale, bien évidemment. On peut y ajouter beaucoup d'autres éléments. Le résultat simplement est là, c'est que face à cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et certains ont parfois tendance à le faire, est-ce qu'on a nie ? Est-ce qu'on continue à faire comme si de rien n'était, à espérer que tout ça va s'arranger tout seul ?
ou est-ce qu'on admet qu'il y a toutes ces raisons, auxquelles vient de s'ajouter d'ailleurs une autre que j'aurais dû signaler plus tôt, c'est que l'économie telle qu'elle existait à l'époque où on a commencé à monter le marché intérieur, c'était encore une économie très dominée par l'industrie, encore un petit peu d'agriculture, et des services qui étaient encore un peu naissants. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, et on le voit bien. Cette dichotomie, ce clivage entre la ville et les territoires, c'est que les villes sont devenues le vivier de la main-d'œuvre des industries de services, et de plus en plus, et que ce phénomène, très naturellement, par l'effet naturel du marché, ne fait que s'accroître. Et que si justement on n'essaie pas d'y porter remède, et l'Europe peut aider de cette manière-là, avec peut-être des fonds structurels qui doivent être totalement repensés pour mieux prendre en compte ces nouveaux déséquilibres, l'Europe peut aider les États membres à essayer de trouver un meilleur équilibre. Mais c'est très politique, ça veut dire même, tu parlais des gilets jaunes tout à l'heure, ça voudrait dire que la Commission vient de temps en temps expliquer à un gouvernement français ou autre qu'ils sont en train d'aller dans une mauvaise direction avec les déséquilibres territoriaux qui sont en train d'apparaître. Et encore une fois, tout ça n'est pas nouveau. Je veux dire, moi j'aime bien rappeler ça parce qu'à l'époque je m'en occupais et j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme. Vous prenez la carte électorale du vote de Maastricht, au référendum de Maastricht 1992, vous avez déjà les prémices de tout ce qui s'est développé ensuite. Sur le plan européen, 2005, le référendum de Lisbonne, enfin du traité constitutionnel qui a échoué, et toute la carte électorale des élections, de la montée peu à peu du Front National et de ce clivage entre la France des diplômés, des cosmopolites, des gens qui voyagent, aisés et tout ça, et la France des gens qui n'ont plus beaucoup de chance en matière d'emploi, qui sont souvent sous-diplômés et qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Et donc, ce serait intéressant que l'Union européenne et que les institutions européennes viennent aider à avoir une vision globale de ce problème à travers l'Europe, parce qu'il se pose un peu partout, et proposent éventuellement des réponses. Mais les États membres ne sont pas tout à fait prêts à suivre, parce qu'ils pensent que ça, c'est vraiment un sujet politique extrêmement important pour eux, et qu'ils ont peur que l'Europe vienne s'en occuper. Il faut être conscient de ça. Merci. Donc, diverses questions, peut-être Jean-Pierre, Jean-Paul de Sertine, j'oublie... Alors, vas-y. Je vous pose les deux questions. La première, je formulerai de façon brutale, c'est Macron peut-il réussir? Vous l'avez abordé déjà, vous avez commencé à l'aborder, c'est-à-dire est-ce qu'il peut, à partir de ce qu'on appelle le groupe libéral, par alliance avec d'autres fractions, etc., constituer une force qui puisse aider d'ailleurs à mettre en place certaines des réformes qu'il essaye de pousser. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, parce que vous ne l'avez pas traité en soi, mais c'est toujours connexe, quelle place et quel rôle les Verts sont-ils appelés maintenant à jouer? Parce que les Verts ont bouleversé là, la composition du Parlement européen. Voilà. Jean-Paul, tu veux poser la suite? Si tu Moi, veux. j'ai une question vraiment très très simple. Monsieur Rosella, pendant 50 minutes, vous avez fait un exposé introductif dans lequel vous avez cité tous les pays de l'Europe, sauf un, l'Allemagne. Vous n'avez pas cité une seule fois l'Allemagne dans toute votre typologie. J'ai cité une fois sur les docteurs portugais. Donc, mais non, mais vous avez raison, pas beaucoup. Vous la placez, voilà. C'est tout. On pose d'autres questions ou... Frédéric. Allez, Frédéric. Justement, ma question, c'était l'Allemagne. Donc, dans les hypothèses sur l'avenir, effectivement, que peut-on imaginer sur l'hypothèse d'une Europe germanique, sur le modèle de Charles Quint? Est-ce qu'il pourrait s'y opposer? Sur le plan économique, l'Allemagne est surpuissante en Europe centrale. Au nord, il n'y a plus le Royaume de Suède. À l'est, il y a la Pologne, les Pays-Baltes, l'OTAN, il n'y a plus la Russie.
Au sud, il n'y a plus l'Empire d'Autriche-Hongrie. À l'ouest, l'Angleterre s'isole et la France n'est plus menacée sur le Rhin, sur les Flandres et sur les Pyrénées. Donc, qu'est-ce qui s'opposerait à une Europe de Charles Quint, à la reconstitution de l'Europe de Charles Quint? Je vais essayer de vous répondre. Macron peut-il réussir? Je reprendrai ma distinction du début. Oui sur le fond, non sur la méthode. Sur le fond, je pense qu'il a avancé beaucoup d'idées très, très intéressantes. Et qu'encore une fois, beaucoup de ses interlocuteurs de la même génération que lui, qu'ils soient libéraux ou socialistes, même peut-être parmi certains des Verts, même s'ils doutent de la sincérité du président, mais sur le fond, la France maintenant est devenue l'un des champions de l'idée de carbone zéro en 2050, donc ça va plutôt dans le bon sens. Sur le fond, il avance beaucoup d'idées qui peuvent séduire. Mais il le fait à la manière française habituelle, c'est-à-dire j'avance, j'écoute personne et qui même me suivent. Et ça, je vais être très honnête avec vous, c'est en train vraiment de devenir un très, très grand désavantage. Pendant un an, les gens acceptaient ça, ils ont trouvé bon, que c'était les Français, c'était toujours un peu compliqué avec eux, mais qu'ils étaient quand même très utiles parce qu'ils étaient ceux qui amenaient les idées. Maintenant, ils commencent à trouver que ça suffit et qu'il faut vraiment que le président se corrige. Donc vous avez un peu le même effet ras-le-bol des Gilets jaunes au niveau européen. Et je crois que la France doit faire attention parce qu'elle a toujours un peu tendance à s'isoler et être un peu autiste. Et moi, j'essaye de faire un peu passer le message, parce que moi, je suis très souvent à Bruxelles, les gens me parlent assez volontiers, et c'est quelque chose que j'entends énormément actuellement. Si seulement ils pouvaient être un peu moins français et un peu plus ouverts. Alors, il y a un aspect positif, c'est qu'il a compris qu'il fallait faire des alliances, comme je disais tout à l'heure, et qu'il n'a pas choisi les plus mauvais de ce point de vue-là. Le Premier ministre portugais, qui est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup en France, est à mon avis l'un des leaders les plus intéressants et les plus intelligents à l'heure actuelle, très agile, très, très, très souple, très, très malin. Pedro Sanchez, le socialiste espagnol, est aussi quelqu'un d'intéressant. Et je pourrais aller plus loin et en citer d'autres. Donc je pense que c'est ça son problème. Deuxième question que vous avez posée, les Verts. Les Verts au Parlement européen sont très... Alors il faut voir deux choses. Il y a les Verts comme facteur d'influence et facteur de pression dans les États membres, au niveau des États membres. Et là, j'en commence à en venir à l'Allemagne. C'est un élément qui n'a pas échappé au CDU, CSU. C'est que les Verts sont en train de devenir la deuxième force politique du pays. Et que donc, il faut qu'ils fassent attention et se positionnent par rapport à ça. Qu'est-ce que ça donnera? Je n'en sais rien. Mais comme toujours, dans ce pays qui avance par coalition, l'idée d'une coalition CDU-Vert commence à faire son chemin, et bien évidemment, ça peut orienter la politique actuelle de la coalition allemande d'une manière ou d'une autre, et qu'il faut donc observer. Au niveau européen en tant que tel, les Verts européens au Parlement européen sont beaucoup plus intéressants que les Verts qu'on peut rencontrer à Paris, à Berlin ou ailleurs. Ce sont des gens qui sont tactiques, ils savent manœuvrer. C'est les Verts qui sont que le quatrième groupe à l'heure actuelle. Oui. C'est eux qui sont allés voir les trois autres en leur disant il faut qu'on fasse un programme de coalition, il faut qu'on fasse une alliance. C'est eux qui ont lancé le mouvement. Le groupe populaire européen, les chrétiens démocrates, les socialistes, les libéraux, ils s'agitaient beaucoup, ils commençaient déjà à penser en termes de postes, ils ne pensaient pas du tout en termes de programme. Et les Verts sont venus leur dire on va faire un programme, si vous voulez qu'on soit sérieux, il faut qu'on ait un agenda. Donc ils ont lancé ça, et ils ont dit deuxièmement, et je trouve ça très intelligent tactiquement, nous on vous les laisse tous ces grands postes, commission et conseil et tout ça, battez-vous entre vous, nous on demande le Parlement européen. Et on vous aidera pour ce que vous voulez, à condition que vous nous donniez le Parlement européen, la présidence du Parlement. Et pour autant que je comprenne, c'est une tactique qui est en train de faire son chemin. Donc en effet, il faut les observer, ils peuvent jouer un rôle intelligent. Les libéraux ont tout de suite dit, influence française, nous serons les faiseurs de rois.
Les Verts ont beaucoup moins parlé et ils sont en train d'être la force d'appoint peut-être la plus importante parce qu'ils donnent le sentiment d'avoir pour eux la jeunesse et d'avoir un peu le vent en poupe. L'Allemagne, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que ça justifierait un exposé à lui tout seul, je pense. Quelques éléments de réponse. D'abord, je ne crois pas forcément à l'hégémonie allemande comme vous. Je pense que c'était vrai il y a quelques années. Je pense qu'on est en train d'assister peut-être à la fin d'un cycle et au début de quelque chose qui va être différent. Une économie allemande qui va commencer à connaître des difficultés, qui va devoir aborder un certain nombre de problèmes de fond. Au fond, qu'est-ce qu'a fait Mme Merkel? Elle a vécu sur l'héritage des réformes de M. Schröder. Et elle n'a pas fait grand-chose sur le plan intérieur. On arrive au terme de ce cycle de réformes. Il va falloir en faire d'autres. C'est compliqué. Il va falloir faire de la dépense publique, ce qui irrite beaucoup les Allemands. Mais ils ont des vrais problèmes d'infrastructure, routière, etc., comme les Américains d'ailleurs. Et il faut qu'ils commencent à envisager des grands programmes de dépenses publiques. Et ça, c'est pas dans leur nature, mais il va falloir qu'ils viennent à ça. Deuxième élément, et peut-être le plus important, et qui, à mon avis, explique un peu les difficultés du couple franco-allemand, c'est ce que vous disiez, la lecture géopolitique que vous faisiez. Dont je partage un certain nombre d'éléments, mais pas tous. Pourquoi? Parce que l'élément très fort et qui est probablement le plus dangereux pour l'Europe dans les années à venir, c'est le départ de la Grande-Bretagne. Qu'on le veuille ou non, la Grande-Bretagne assurait une forme d'équilibre de la construction européenne qui était indispensable et qui était très utile. Beaucoup de petits pays ont peur de l'Allemagne et ont peur de la France et se cachaient derrière la Grande-Bretagne qui était pour eux tout à fait indispensable. La Grande-Bretagne disparaît, comme malheureusement je le crains, je fais partie de ceux qui pensent que le Brexit aura lieu, et donc tout d'un coup cet équilibre est détruit et tout le monde cherche un nouvel équilibre. Ils ne le cherchent pas forcément ni dans les jupes de la France ni dans les jupes de l'Allemagne, et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. La Pologne se méfie énormément de l'Allemagne. La Hongrie aussi. Les pays baltes ne sont pas très rassurés. Et donc face à quand même, vous disiez, à l'Est, il n'y a plus la Russie, et malheureusement si, il y a la Russie. Et donc tous ces pays-là, ce qu'ils veulent, c'est exactement le contraire de ce que veut la France, c'est une Europe de plus en plus accrochée aux États-Unis. À défaut de la Grande-Bretagne, on va chercher l'autre membre du partenariat privilégié, et donc c'est des gens qui ne veulent pas de l'Europe de la défense, qui veulent faire tout ce que Trump veut, et qui n'ont aucune envie de l'Europe puissance dont rêve la France, ou d'autres choses de ce genre. Et donc c'est difficile de faire un ensemble à partir de là. Vous avez la France, qui n'arrive toujours pas à choisir si elle est une grande puissance continentale ou si elle se rapproche au contraire de ses partenaires et alliés traditionnels qui sont ceux du Sud et devient la grande puissance du Sud qui stabilise l'Europe de ce côté-là, avec le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Je passe par-dessus les difficultés actuelles. La tendance naturelle de la France, c'est d'être de ce côté-là. Mais comme elle a toujours compris que si elle voulait exister, il fallait qu'elle soit aussi vers le centre. C'est pour ça qu'elle est allée chercher l'Allemagne et qu'elle a ce partenariat avec l'Allemagne. Mais le problème, c'est pour rééquilibrer tout ça avec une Allemagne qui se cherche, qui fait peur, on est à la recherche d'un nouveau équilibre géopolitique que l'on n'a pas pour le moment. Et donc, tous ceux qui se sont réjouis du départ de la Grande-Bretagne en disant c'était des empêcheurs de tourner en rond et tout ça, oui, c'est vrai, mais quelque part, ils nous avaient aidé à stabiliser cette Union européenne et on voit déjà les résultats. Ce regroupement dit de la Ligue hanséatique, c'est tous les déçus du Brexit, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en train de se regrouper autour d'une plateforme, d'un agenda plutôt néolibéral, qui posent des problèmes à la France parce qu'ils sont les défenseurs d'une orthodoxie monétaire très stricte, ont énormément de mal à accepter les idées françaises sur le budget de la zone euro, sur
le renforcement de l'union bancaire, etc. Donc c'est des gens qui vont nous compliquer la tâche. Et faute pour le moment d'arriver à retrouver nos réflexes naturels avec l'Allemagne et à constituer ensemble ce partenariat franco-allemand qui a quand même été essentiel pour faire avancer l'Union européenne, eh bien, nous risquons, nous, d'être attirés vers le sud et l'Allemagne d'être attirée vers quelque chose qu'on a beaucoup de mal à définir. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop osé en parler, mais ils ne vont pas être, à l'heure actuelle en tout cas, ils ne sont pas ceux qui naturellement coagulent, mettent ensemble toute l'Europe orientale et centrale. Le moment presque fondateur de la méfiance des pays d'Europe orientale et centrale vis-à-vis de l'Allemagne, c'est 2015, c'est l'immigration. Nous pourrons le faire, dit Mme Merkel, nous allons tous les prendre. Ça a été un choc en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie et ailleurs. Et la manière qu'a utilisée Mme Merkel pendant ces 4 ou 5 mois où elle disait « si, nous allons avancer, vous allez faire ce que je vous dis » et tout ça, a définitivement convaincu tous ces pays qu'il fallait se méfier profondément de l'Allemagne et de ses instincts impérialistes. Et ça reste encore très très présent là. Donc il faut, on est dans cette situation où dans le couple franco-allemand, et je caricature bien sûr, mais l'Allemagne inspire la méfiance parce que elle est la puissance économique qui a pensé qu'à un moment elle pouvait tout régenter et ça n'a pas plu. Et la France n'inspire pas confiance parce qu'elle semble être toujours cette espèce d'électron libre qui a plein d'idées, mais qui est fondamentalement animée par la volonté de se distancier de l'Amérique, de revenir à une forme de protectionnisme et de faire du colbertisme en quelque sorte. Et donc nos partenaires n'apprécient assez modérément cette tendance. Ils ne voient pas en Macron le néolibéral que parfois certains partis de gauche ici en France le voient. Ils le voient comme le fidèle successeur de Gaulle, de Mitterrand, etc., qui voulait en fait une Europe à la main de la France et faite sur le modèle français. Jean-Claude Enrard, et puis ensuite... Certains ont dit que